Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite le géant. Imaginez-vous traversant une ancienne jungle quand soudain vous vous retrouvez face à face avec un œil gigantesque, parfaitement sphérique, qui vous fixe. Au Costa Rica, des fouilles ont révélé ce qui ressemble exactement à un œil gigantesque et honnêtement, c'est effrayant. On dirait le globe oculaire d'un géant qui mesure plus de 8 mètres de haut. Mais ce n'est pas un véritable œil humide et visqueux. C'est une énorme sphère de pierre parfaitement ronde, comme s'il avait été fabriqué avec une technologie moderne. Elle possède une tache d'un côté qui lui donne l'apparence d'un véritable œil. Oui, je sais ce que vous pensez, les sphères de pierre géantes ne sont pas vraiment si rares. En termes géologiques, elles sont appelées concrétions et on peut les trouver partout dans le monde, sur des plages, cachées dans des roches ou même tombant de falaises. Mais cette fois-ci, ce n'est pas le cas. Cette sphère n'est pas d'origine géologique, mais elle a été véritablement sculptée par des mains humaines il y a plus d'un millénaire et les scientifiques peinent vraiment à la comprendre. L'archéologue Francisco Corrales du Musée national du Costa Rica est un expert en ces mystérieuses sphères de pierre. Ces sphères, connues sous le nom de sphères de Dikis ou les boules de pierre du Costa Rica, datent de milliers d'années. Mais pourquoi y en a-t-il autant ? À l'époque où la civilisation maya prospérait et où le Moyen-Âge battait son plein en Europe, au Costa Rica, le peuple Boruca régnait sur ces terres. Leur tribu venait de la région frontalière du Panama, bien avant l'arrivée des conquistadors espagnols. Mais ce qui est véritablement incroyable avec ce rocher en forme d'œil géant, c'est qu'il a été fabriqué par des gens encore plus anciens que les Boruca. Francisco Corrales a expliqué que les 15 sphères trouvées sur un seul site archéologique ont été fabriquées entre 300 et 1500 de notre ère, par justement les prédécesseurs des Boruca. Cette civilisation mystérieuse est si peu connue que les scientifiques n'ont même pas de nom pour eux. Ce qui est clair, c'est que ces boules de pierre massives étaient très importantes. Elles se trouvent toutes dans des sites très importants, certaines formaient des motifs ou des alignements visiblement arrangés avec beaucoup de soin et de précision. D'autres étaient placées à l'entrée d'un lieu de pouvoir, comme la maison d'un chef ou un centre communautaire important. Leur nombre et leur emplacement dans des lieux de prestige signifient qu'elles étaient des symboles de statut ou de pouvoir chez la culture Boruca, celle des Dikis et les peuples qui les ont précédés. Les chercheurs sont émerveillés par la qualité des sphères et par la capacité des anciens à les fabriquer avec une telle perfection. Un processus de fabrication avancé devait être impliqué, car elles existent en différentes tailles et ont une finition lisse en surface. Francisco a même déclaré que certaines sphères sont encore parfaites à près de 96%, même après tout ce temps. Et bien que personne ne sache vraiment à quoi elles servaient, elles ont toutes été construites avec un souci de la perfection. Et on ne va pas rentrer dans toutes les théories qui lient les Dikis aux extraterrestres, aux Atlantes, voire même aux anciens Égyptiens. Mais comment ce groupe ancien a-t-il découvert comment sculpter des sphères si parfaitement circulaires ? Pour moi, il est déjà difficile de dessiner un cercle sur une feuille de papier. Alors imaginez d'essayer de sculpter une sphère en 3 dimensions, géante, dans de la roche et avec des outils primitifs. Bon courage. Et en plus, cette culture sans nom a transporté les sphères jusqu'à l'endroit où ils souhaitaient les laisser. Ce qui est impressionnant, sachant que certaines pèsent jusqu'à 25 tonnes. On parle ici d'un tout autre niveau de mystère. Les archéologues et autres chercheurs sont enthousiastes à l'idée d'examiner les sphères partiellement enterrées, découvertes sur ce nouveau site, car elles sont extrêmement bien conservées et elles pourraient donc enfin révéler des réponses sur les mystérieuses boules de pierre du Costa Rica. La pyramide d'avant le déluge. Oubliez l'Égypte. Il existe un site mégalithique qui suggère qu'une civilisation a prospéré des milliers d'années avant que le premier pharaon ne porte une couronne. Ce site pourrait réécrire notre compréhension de l'histoire. Gunung Padang est le mystère le plus récent et le plus excitant du monde de l'archéologie. On pense qu'il s'agit du site mégalithique d'une grande pyramide qui existait avant le déluge biblique. Mais voici la surprise, cette pyramide n'est pas en Égypte, elle se trouve à l'autre bout du monde, en Indonésie. Cette supposée pyramide est située à environ 19 km de la ville moderne de Cianjur, au sommet d'une vaste colline parsemée de jungles très denses. Il est indéniable que la colline est couverte de ce qui ressemble à des ruines. Mais le problème est que les scientifiques ne s'entendent pas sur la nature de ces ruines. Ont-elles été façonnées par l'homme ou sont-elles entièrement naturelles ? Cela pourrait être une formation naturelle, mais pour être tout à fait franc, ça n'y ressemble pas vraiment. En surface, vu d'en haut, cela ressemble au plus grand site mégalithique d'Asie du Sud-Est. Des datations au radiocarbone très controversées ont montré que la construction aurait pu commencer en 20 000 avant notre ère. Vous n'avez pas vraiment besoin d'un diplôme en histoire pour savoir que cela remonte bien avant la construction des pyramides de Gizeh.
Il y a 22 000 ans, l'Égypte n'existait même pas, ni aucune ville, ni d'ailleurs aucune structure humaine avancée. Le site se trouve à une hauteur vertigineuse de près de 914 mètres au-dessus du niveau de la mer. Les blocs de pierre brisés qui auraient pu être les matériaux de construction de la pyramide sont éparpillés sur une série de terrasses. Ces terrasses, bien que différentes les unes des autres, rappellent un peu celles des ruines de Machu Picchu. Chaque terrasse est bordée d'un mur de soutènement et on retrouve également 400 marches qui montent sur 95 mètres de long sur la colline. Rien que ça, 400 marches. Ces marches donnent l'impression que le lieu est un vestige de civilisation plutôt qu'une simple œuvre de la nature. Il semble insensé de trouver des marches, des ruines et des terrasses au même endroit si tout cela n'avait pas été fait intentionnellement. Mais examinons maintenant les pierres elles-mêmes, que certains considèrent comme des débris d'une pyramide détruite. Si vous avez déjà vu des photos de la chaussée des géants en Irlande du Nord, ces pierres sont assez similaires. Mais au lieu d'être disposées de façon ordonnée, ici, les pierres sont éparpillées partout. En plus, les pierres de Gunung Padang sont rectangulaires. Et il n'y a pas que des débris, il y a aussi d'énormes murs construits à un moment donné par quelqu'un empilant ces pierres. Et même si le site était naturel à l'origine, quelqu'un y a manifestement construit quelque chose, au moins des murs. Prenez le temps de regarder cette photo et dites-moi ce que vous en pensez. Si ça c'est une formation naturelle, alors je suis un koala. Ce que les archéologues tentent désespérément de comprendre, c'est quand exactement ces murs ont été construits et ce qu'ils faisaient là. Était-ce une pyramide, un palais, une ville, une forteresse? Eh bien, les légendes locales pourraient nous éclairer. Les histoires de la région disent que ces ruines appartenaient autrefois à un palais construit par un roi légendaire nommé Siliwangi. Il aurait construit son palais au sommet de la colline en une seule nuit. Et c'est à peu près tout. Il n'existe pas d'autres rumeurs, mythes ou récits concernant Gunung Padang que j'ai pu trouver. Aucun document ou manuscrit ancien ne le mentionne. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que de nombreux chercheurs doutent que ce site soit autre chose qu'un phénomène naturel. Il existe cependant un autre aspect très étrange que je ne vous ai pas encore révélé. Les chercheurs ont trouvé des preuves d'autres ruines cachées sous la colline. Il semblerait qu'une structure monumentale se cache sous la surface. Elle pourrait être la fondation de la plus grande pyramide de la planète. Sur la base d'analyses radar géomagnétiques, il semblerait qu'il y ait une série de chambres gigantesques à une profondeur de 15 mètres dans la colline. Si l'on combine ces informations avec les datations au carbone, plaçant la construction de Gunung Padang à 22 000 ans, cela devient un mystère suffisant pour bouleverser toute l'histoire humaine. Alors, qu'en pensez-vous? Ce lieu est-il une formation naturelle avec des grottes souterraines ou bien la construction d'une civilisation perdue? Les bijoux de l'espace. Les archéologues ont découvert des artefacts remarquables fabriqués à partir de matériaux venus d'un autre monde. Ces reliques sont littéralement hors de ce monde. En 1963, 66 objets, principalement en or, ont été mis au jour en Espagne. Collectivement, ces objets sont connus sous le nom de trésor de Villena. Ce trésor est significatif pour plusieurs raisons. Il est magnifique, rare et témoigne de l'incroyable talent des artisans de l'âge du bronze. Les orfèvres vivant en Espagne à cette époque étaient extrêmement compétents, même en 1500 avant notre ère, date à laquelle ce trésor a été fabriqué. Les scientifiques ont pu dater les composants en or de la collection, mais déterminer l'âge exact de l'ensemble du trésor s'est révélé plus compliqué. Deux objets de la collection sortent du lot. Le premier est une demi-sphère creuse, peut-être issue de la garde d'une épée, et l'autre ressemble à un bracelet. Jusqu'ici rien d'étrange, sauf que ces deux objets ont été fabriqués en fer. Or, les humains en Espagne n'ont commencé à fondre le fer qu'aux alentours de 850 avant l'ère commune, l'âge du fer donc, soit 600 ans après la période supposée de ce trésor. Cela a poussé les chercheurs à se demander comment ces objets en fer ont-ils pu être fabriqués si tôt, 600 ans avant que cela ne puisse être logiquement possible. Pour résoudre ce mystère, les scientifiques ont procédé à une analyse méticuleuse des artefacts à l'aide de la spectrométrie de masse. Les résultats ont révélé que ces deux objets avaient été fabriqués à partir de fer météoritique. Cela signifie que le fer provenait de l'espace et que ces objets n'ont pas été créés à partir de minerais terrestres. Si cette découverte répond à une partie de la question, elle en soulève une autre. Comment ces anciens peuples savaient-ils que ce matériau était si spécial? Qu'est-ce qui les a poussés à le conserver, à en fabriquer des objets et à l'inclure dans un trésor si précieux? Alors qu'en pensez-vous? Auriez-vous une théorie sur la raison pour laquelle ces anciens ont utilisé un matériau venu des étoiles? Jeu sur la scintille. Quel secret un minuscule morceau de verre, pas plus grand qu'un carré de chocolat, peut-il révéler sur l'un des événements les plus infâmes de l'histoire anglaise?
Enfouie sous les sables de l'île de Lindisfarne, une relique rare a été mise au jour, établissant un lien entre l'île et l'aube de l'âge viking. Ce lien révèle une surprenante connexion entre la violence et le jeu, marquant le début de l'une des périodes les plus violentes de l'histoire anglaise, l'invasion viking. L'objet en question provient d'un jeu de société viking. Il s'agit d'un tout petit morceau de verre bleu et blanc façonné en forme de couronne, avec de petites gouttes de verre blanc au sommet formant les crêtes de la couronne. Les chercheurs ont pu déterminer qu'il s'agit d'une pièce d'un jeu appelé Nefatafl, jeu de tafle ou table du roi. Et je vais me servir de ce dernier terme pour des raisons de simplicité. Les scientifiques ont mis beaucoup de temps à comprendre les règles de ce jeu ancien, qui n'a pas été pratiqué par le grand public depuis près de 3 siècles. Cependant, pendant des siècles après que le roi Harald ait débarqué en Angleterre en 800 de notre ère, ce jeu était un passe-temps assez populaire. Vous pourrez même y jouer avec vos amis. La table du roi est un jeu stratégique conçu pour imiter un raid viking. Les gars n'en avaient pas assez de leur raid dans la vraie vie, ils en ont même fait un jeu pour continuer leurs assauts pendant leur moment de détente. Et il y a 2 armées dans le jeu. Un joueur dispose d'un roi et de 12 défenseurs, tandis que l'autre joueur a 24 attaquants. Les attaquants tentent de capturer le roi, tandis que les défenseurs protègent ce dernier et essaient de le guider en sécurité vers l'un des coins du plateau. Si le roi atteint un coin du plateau, le joueur défenseur gagne. Si les attaquants capturent le roi, l'autre joueur l'emporte. C'est un jeu étonnamment simple qui gagne en popularité pour la première fois depuis des siècles. En 2008, il y a même eu le premier tournoi mondial de Nefatafl qui a eu lieu au Shetland, le même endroit qui avait été impitoyablement pillé par les Vikings pendant des décennies. Ceci nous amène à l'autre partie de la découverte. La minuscule pièce de ce jeu a soit été perdue par un pillard viking, soit appartenait à un local qui avait appris le jeu d'un viking. L'île de Lindisfarne est l'une des îles religieuses les plus célèbres au monde, connue pour ses évangiles illuminés réalisés dans le monastère originel de l'île au 8e siècle. Elle est également appelée la Sainte-Île d'Angleterre. La Sainte-Île a été le théâtre d'une rencontre tragique en 793. Elle fut le tout premier endroit pillé par les Vikings lorsqu'ils débarquèrent en Grande-Bretagne. L'attaque, sanglante et impitoyable du monastère de l'île a marqué le début de près de 3 siècles de destruction qui allait façonner la Grande-Bretagne telle que nous la connaissons aujourd'hui. Et l'un des plus grands mystères de l'île est que personne ne connaît l'emplacement exact du premier monastère. Les ruines actuelles de l'île datent d'une période ultérieure. Les fouilles précédentes ont révélé un cimetière et quelques bâtiments épars, mais les archéologues n'ont jamais pu localiser le monastère originel. La pièce de jeu a été extraite d'une tranchée datant environ du 9e siècle. Le principal archéologue, David Petz, a déclaré que cette pièce date de l'époque du premier raid. Cela est particulièrement intéressant car cela montre que si un viking ne l'a pas perdu lors du raid, la culture nordique avait déjà infiltré l'Angleterre. Les moines de l'île pourraient avoir déjà connu le jeu et avoir joué avant d'être attaqués par des guerriers sanguinaires. L'empreinte de chaussures des dinosaures. Quel est donc le mystère de cette empreinte de chaussures vieille de 200 millions d'années? Est-ce tout bonnement impossible ou bien une preuve d'une civilisation humaine ayant existé à l'époque où les dinosaures dominaient encore la Terre? Cette empreinte de chaussure a été découverte en 1917 par un employé de la société minière du Nevada nommé Albert E. Knapp. Selon une lettre prétendument écrite par Albert et datée du 15 janvier de la même année, il a trouvé le fossile en descendant une colline. Albert l'a ramassé, l'a mis dans sa poche et l'a examiné plus tard chez lui. Albert pensait avoir trouvé un fossile de dinosaure, ce qui aurait déjà été vraiment excitant. Cependant, en examinant le fossile de plus près, il s'est rendu compte qu'il s'agissait d'une empreinte de chaussure, ou plutôt uniquement d'un talon. L'empreinte ressemblait exactement à celle laissée par le talon d'une chaussure. Albert pouvait distinguer les coutures faites à la main sur la semelle en cuir, ainsi que l'empreinte du pied humain. Trop excité pour garder l'histoire pour lui, Albert la partagea avec tout le monde, et d'ailleurs qui ne le ferait pas à sa place. L'étrange objet finit par attirer l'attention des médias et fit même l'objet d'un article dans le New York Times en mars 1922. L'article affirmait que la chaussure conviendrait parfaitement à un garçon de 10 ou 12 ans. Les bords de l'empreinte étaient aussi nets que s'ils venaient d'être fraîchement laissés dans la boue. La partie surprenante de l'article évoquait ce qui semblait être une double ligne de couture. Le rapport décrivait également un cuir épais, légèrement biseauté, avec une symétrie parfaitement conservée sur l'ensemble du fossile. Et des centaines de petits trous auraient été visibles, montrant notamment que la semelle aurait été cousue à la chaussure. À en croire l'article, tout dans cet artefact semblait authentique.
Et en octobre de la même année, un article parut dans la section American Weekly du New York Sunday American. Toutefois, certains détails de l'histoire commencèrent à changer. Cet article d'octobre affirmait que le fossile avait été découvert par une personne nommée John T. Reed lors d'une prospection dans le Nevada. Déjà, il y avait des confusions sur l'identité de celui qui avait trouvé le fossile. Le New York Sunday American déclara que le fossile avait 5 millions d'années, alors qu'en réalité, il provenait d'une formation rocheuse datant de 220 millions d'années. Mais où se trouve ce fossile aujourd'hui? Malheureusement, personne ne le sait. Il a tout simplement disparu en scred. Ce qui ne plaide pas en faveur de ce fossile censé prouver que les humains portaient des chaussures à l'époque du Trias. Le chercheur Glenn J. Cuban a émis l'hypothèse que l'artefact n'était probablement pas un fossile du tout. Selon son analyse, il s'agirait d'une concrétion ferrugineuse qui aurait subi une érosion. Ces types de concrétions sont connus pour présenter des formes ovales et des bandes concentriques. En somme, ce qui semble être un fossile d'empreinte de chaussures pourrait n'être qu'une roche trempeuse, comme un nuage dans le ciel qui ressemblerait à un dinosaure. Glenn pense que ce n'était qu'un rocher ayant accidentellement pris la forme d'une chaussure. Le bateau qui ne devrait pas exister. Dites ce que vous voudrez, mais le monde se réchauffe un tout petit peu trop vite et la fonte des glaces révèle des morceaux oubliés de l'histoire. À Naryan-Mar, une petite ville paisible du Grand Nord russe, un secret choquant a été dévoilé. En juin 2020, le réchauffement climatique intense a causé une fonte massive du pergélisol autour de la ville. Dans ces zones nouvellement dégelées, les habitants ont commencé à chercher des trésors. Dans un cas, ils ont découvert quelque chose de vraiment étrange. Une relique qui ne cadre pas avec la chronologie historique. Les habitants sont tombés sur une grande quantité de sol clairement originaire d'un autre endroit. Ce sol très noir semblait provenir d'un immense glissement de boue. Et lorsque les experts sont arrivés pour analyser ce sol, ils ont déterminé qu'il provenait d'environ 8000 ans en arrière, le long d'un ancien lit de rivière. Ce n'est pas si surprenant, les rivières changent constamment de cours et le sol se déplace depuis toujours. Mais la partie étrange est survenue lorsque les scientifiques ont découvert les restes d'un petit bateau. Et par petit, je veux dire tout de même 9 mètres de longueur. Les parties en bois du bateau étaient encore préservées dans le sol noir avec des clous en fer qui y dépassaient. Si des gens naviguaient sur cette rivière il y a plus de 8000 ans, à qui appartenait ce bateau? Et surtout, qui fabriquait des clous en fer à l'âge de pierre? Cette découverte n'a tout bonnement aucun sens, à moins que quelqu'un d'autre que Noé n'ait eu la chance de survivre au grand déluge qui aurait recouvert la terre, ou bien c'est l'arche de Noé. Mais on attend toujours une analyse du bois et du fer qui mettra très certainement la lumière sur cette énigme du passé. Et pourquoi cette ancienne malédiction égyptienne se cache-t-elle au Vatican? Découvre pourquoi en cliquant sur cette vidéo.